Très heureux de vous accueillir dans le cadre de nos rencontres qui existent depuis une dizaine d'années. Régulièrement, une fois par semaine, on fait venir un réalisateur, un critique, des comédiens, et puis pour parler, on profite de sorties DVD de films pour parler du film, en accueillant tout le monde, ceux qui ont vu le film, ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis, en s'intéressant aussi à notre invité, à sa cinéphilie, au film qu'il a aimé, et puis parler du film, parce que je pense aussi les gens sont venus là ce soir, c'est c'est qu'ils ont aimé ou qui sont curieux du film qui est sorti. Donc là, ce soir, on est très heureux d'accueillir Aurélien Père pour son film L'épreuve du feu, qui est un film qu'on a découvert l'été dernier, qui a fait un peu l'unanimité dans l'équipe. On s'est fait passer le mot, et on l'a tous aimé. Donc c'est toujours très agréable d'avoir eu la découverte d'un film, d'un cinéaste, de comédien qu'on avait déjà vu. Donc on est très heureux d'avoir, alors je prends mes notes parce que j'ai une très mauvaise mémoire, Félix Lefebvre, voilà, merci d'être là, et Anja Verderosa, qu'on peut applaudir. Voilà. Alors, je vais donner le micro. Ah. Et alors, il y a Marie Bucca, français, qui joue. Voilà, qu'on peut applaudir. Il y a Inès Tabin, qui est la chef opératrice du film. Et Maud Geffray, qui a composé la musique. Ah. Bon, voilà. On essaiera de faire circuler la parole dans la mesure du possible. Et puis, il y aura vos questions, évidemment. Donc, vous vous sentirez libre de poser les questions. C'est l'idée aussi des rencontres dans un cadre pas intimidant, intime, et puis dans une parole assez libre. Donc, première question, petite question rituelle à toi, Aurélien. Je pose toujours à mes invités la question de leur première image de film ou leur premier souvenir de cinéma, la première scène de film que j'aurais vu. Oui, ouais. Et c'est pour ça que dans ma liste de films, j'ai mis la Strada. Ouais. Et c'est parce que c'est le premier film que La Strada de Fellini. Ouais, de Fellini, que j'ai eu le droit de voir parce que j'avais pas le droit de regarder des films et il y avait cette cassette à la maison que j'avais le droit de regarder. Et donc quand j'étais petit, mon rêve c'était d'être italien, là où tous les autres voulaient être américains, moi je voulais être italien. Ouais. Et donc je me souviens d'une image au début, je crois, il y a un village où il y a plein d'enfants qui jouent. Et c'est un plan large. Et c'est une image qui m'a marqué. Enfin, je me vois encore devant la télévision en train, moi, de me rêver être un enfant en Italie à l'époque. Voilà. D'accord, ok. Mais t'as un lien avec l'Italie ? Non, pas du tout. Ok, d'accord, ok. C'est ça qui m'a marqué, justement. D'accord, ok. Ton premier rapport aussi avec le cinéma, je sais que tu as fait l'ESSEC, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'on a envie très, très rapidement de faire une école de cinéma c'était quoi ? Ça vient d'où ? C'est pas très rapidement, parce que finalement, quand c'est à 19 ans. Mais à la base, je voulais être acteur quand j'étais petit. Je pense que c'est pour ça aussi que, pour l'instant, dans mes films, j'accorde beaucoup d'importance aux comédiens et aux comédiennes, parce que c'est mon entrée dans l'envie de faire des films, c'est venu par cette envie de jouer. Et donc j'ai fait du théâtre, et en fait à l'adolescence, mon frère m'a expliqué, quand j'avais 13 ans, il m'a expliqué que réalisateur on pouvait faire peut-être pas plus de choses, mais en tout cas écrire, et comme j'aimais beaucoup écrire, qu'on pouvait choisir les plans, alors c'était un peu flou pour moi à l'époque, et qu'on pouvait aussi jouer dedans, donc je me suis dit c'est trop bien, comme ça je peux tout faire. Et donc en fait vers 13-14 ans, j'ai commencé à m'intéresser au film, en essayant d'identifier des metteurs en scène qui me plaisaient, et assez vite dans la foulée j'ai eu envie d'en réaliser quoi. Donc voilà, et les EC après c'est une école qui formait plus à la technique et qui apprenait à être assistant réalisateur, donc ça m'a permis d'apprendre à l'école de manière très concrète comment on organise un tournage. Et comme mon premier film était un film
avec les amis de l'école, en sortant de l'école sans argent, sans prod et tout, ça a été assez pratique parce que du coup j'avais déjà un peu une vision de comment ça s'organise, quoi. Et pas purement une vision de cinéphile ou de... Et tu as commencé à faire des courts-métrages, j'imagine, des moyens-métrages. Il y a un moyen-métrage qui est quand même ce que va devenir peut-être l'épreuve du feu. Je me trompe ou pas ? Oui, c'est ça. Il y avait donc un premier moyen-métrage que j'ai fait en sortant de l'école qui s'appelait La bande à Juliette. Non. Pourquoi tu cherches qui tu regardes ? Parce que la comédienne de La bande à Juliette est là. Et ensuite, donc ça c'était sans prod. La prod est arrivée à la fin du montage. Donc c'était un film où on a fait des journées de 19 heures de tournage, etc. pour à la fin arriver à quelque chose dont j'étais assez content, en fait. Et après, j'ai fait un deuxième film qui s'appelle Coqueluche, effectivement, qui était produit, et dont j'ai jamais réussi à être entièrement satisfait. Et à chaque étape de post-prod, je me disais, ça va s'arranger avec le montage son, ça va s'arranger avec l'étalonnage, etc. Jusqu'à la fin, en fait, quand on voit le film pour la première fois devant un public et qu'on a toujours les mêmes problèmes avec le film, voilà. Et j'ai développé d'autres projets ensuite. Et puis 5 ans plus tard, j'ai revu ce film et plein de défauts que je lui ai trouvés. Je me suis dit, t'aurais dû faire ça comme si, etc. Et de là est née l'idée d'écrire un nouveau projet et en partant de ce point de départ. Donc voilà, c'était pas du tout prévu à la base quand j'ai fait Coqueluche, je pensais pas du tout en faire un long métrage. Et je crois qu'un personnage qui change quand même beaucoup, c'est le personnage qui est joué par Anja. Ouais. Alors Anja, même question. Ah ouais, si, tu as des questions aussi. Ouais. Donc alors déjà, ton premier souvenir de cinéma. Alors, je sais pas si c'était vraiment au cinéma parce que j'étais petite. En vrai, mes parents ils m'ont fait voir des films dès mon plus jeune âge, vraiment. Donc, j'ai un premier souvenir du Magicien d'Oz, mais celui avec Judy Garland. D'accord. Et c'est vraiment mon premier souvenir de film qui m'a marqué. Comédie musicale. Mais j'ai aucune idée de est-ce que c'est vraiment le premier film que j'ai vu au cinéma. Franchement, d'accord. Aucune idée. D'accord. Et qu'est-ce qui t'amène au cinéma ou qu'est-ce qui te donne envie de faire du cinéma ? C'est quand j'étais plus jeune, les films de Funès. Ça m'a vraiment donné... mais c'est vrai, ouais. En fait, ça m'a tellement apporté de la joie et des bons moments que j'avais envie de transmettre cette joie à travers les générations aussi, parce que c'est quand ma mère m'a appris qu'il était décédé que j'ai compris que ça fonctionnait pour tout le monde. C'est vraiment, ça fonctionne quand le film vient de sortir, ça peut fonctionner 50 ans après, les émotions, ça reste les émotions, et c'est ça que j'ai trouvé beau à diffuser. Voilà. Et toi, quand tu vois par exemple De Funès jouer, tu te rends compte que c'est quand même super dur ce qu'il fait, c'est super technique et c'est super c'était un malade de travail et de précision. Je pense que c'est pour ça que ça m'a autant donné envie, parce que pour moi, il s'amusait et c'est beau, quoi, ça donne envie. Donc voilà, mais j'étais toute petite, vraiment, j'avais peut-être 5-6 ans, un truc comme ça. Donc voilà. Bon, entre toute petite et les castings plus tard, il y a eu quand même du chemin. Oui. D'accord. Est-ce que tu as eu un souvenir du casting que tu as fait pour l'épreuve du feu ? Ah je m'en souviens comme si c'était hier, vraiment. Ah oui, non, mais c'est vrai. En gros, c'est le producteur Bruno Lévy qui, de base, je sais que lui, il me contredit, mais de base, je passais pour Colombe, donc pour le rôle qu'a fait Suzanne Joannet. Ok. Et 8 mois plus tard, ils m'ont rappelé pour passer le casting pour Queen. Ah mais c'est un super scoop, ça, c'est incroyable. Mais il y avait déjà une Queen et qui finalement s'est désistée, et donc quand elle a passé le casting, il y avait déjà une Queen, et donc c'est pour ça qu'elle a passé pour Colombe. Ok, d'accord. Et je pense que Bruno avait en tête qu'elle serait potentiellement une solution de repli si jamais la comédienne s'est désistée. Et finalement, heureusement que la comédienne s'est désistée. Non, mais on imagine personne d'autre que toi. Merci beaucoup. Non, mais vraiment. Je trouve que c'est la rencontre d'une comédienne et d'un personnage. Pour moi, c'est il y a une sorte d'évidence, quoi. Ouais. Ok. Allez, on continue. Félix, premier souvenir de cinéma. Comme on est dans une chercher le soir avec mes parents des DVD,
Et je me souviens, il y en avait un dans un rayon, à chaque fois je passais devant, mais on pouvait pas le prendre parce que j'étais trop petit, c'était Anaconda 2. Grand film, je vous jure. Et un jour, on a récupéré le DVD, j'ai réussi à forcer, on a pris Anaconda 2, on lance le DVD. Et vous savez, dans les DVD, il y a des petites animations avant même de pouvoir sélectionner film, chapitre, tout ça. Et ça commence par un anaconda qui vient de bouffer. Et voilà, premier souvenir de cinéma. Mais grand film, hein, je vous conseille, vraiment. Attends, tu vas prendre mon micro. Ça marche pas ? Non, il est un peu... Ça marche mieux ? Ouais. Voilà. D'accord. Entre Anaconda 2 et le conservatoire, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, parce que Ferdinand, qui travaille ici, j'ai fait le conservatoire de théâtre avec lui du 8e. Et on s'est fait tous les films d'Al Pacino ensemble. C'est vrai, on était là à essayer d'imiter Al Pacino. Voilà. Comme tout comédien qui essaye de commencer quelque part. Une petite imitation, ça serait... Non, j'avais fait un truc de De Niro, c'est catastrophique. Ouais, pour voir le niveau, non, ça serait... je pense qu'on peut s'en passer. Mais voilà. Il y a une autre question où je continue de combler le temps qu'il répare son micro. Ferdinand, une petite réplique d'Al Pacino qui te vient en tête tout de suite. Ah voilà, bon bah voilà. Et là, en vrai, t'as la voix. Moi, je pense que j'ai pas la densité de voix nécessaire. Des années de pratique. Ouais, c'est ça. Bah, Hit 2, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils nous ont pas appelé. Bon, c'est DiCaprio qui va le faire, mais on a même pas passé le casting. C'est un peu. C'est bon, j'ai assez comblé là. Non, t'as été parfait. Donc, le casting de l'épreuve du feu, parce que je sais que le casting a été long et que voilà, mais encore une fois, quel souvenir tu en as, toi ? J'ai le souvenir d'arriver, de voir Aurélien qui était dans le fond un peu, au début un peu timide, derrière la directrice de casting qui prenait peut-être un peu de place. Et puis après, on fait un callback. Et là, il me dirige un peu, il me donne plein d'intentions différentes. Et c'était intéressant de voir comment il aimait l'acteur et comment il aimait... pas forcément, en fait, quand je suis sorti du casting, je me suis pas dit donc ok, c'est ça qu'il veut, c'est ça le personnage. Je me suis dit bon, il aime bien travailler avec un acteur et on avait fait plein de versions différentes. Et donc quand j'ai vraiment rencontré Aurélien, j'ai vraiment eu envie de faire le film à partir de là. Ouais. Aurélien, je te redonne la parole par rapport à tes deux comédiens principaux. C'est quand même, je sais que le casting a été assez long, que tu as vu beaucoup voilà, que ça a été un... Attends, Félix, je récupère le micro. C'était un temps long de la préparation. Voilà, parle-nous peut-être de ton choix où à un moment ça a été comme une sorte d'évidence et comment ça... Voilà. Encore une fois... Alors Félix, il y avait le fait que le personnage s'appelait Félix, en fait, parce qu'avant il s'appelle Hugo aujourd'hui, mais avant il s'appelait Félix parce que comme il y avait le moyen-métrage, le personnage s'appelait Olivier dans le moyen-métrage. Et donc quand j'ai commencé à écrire la version longue du film, j'appelais le personnage Olivier et j'arrivais pas à écrire un personnage différent parce que je visualisais trop le comédien de Coqueluche. Et donc voilà, j'étais un peu coincé et à ce moment-là j'ai vu Été 85 qui passait sur Canal et j'ai vu Félix dedans, de François Ozon, ouais. Et j'ai vu Félix dedans et je l'ai trouvé super dans le film. Et je me suis dit tiens, mets son nom, comme ça tu visualiseras quelqu'un d'autre. Et bon, alors j'ai mis son nom, au début j'ai visualisé Félix, après progressivement ça m'a surtout permis de visualiser pas Sébastien qui joue dans Coqueluche, non pas qu'il était pas bien, c'est juste que ça me bloquait dans le personnage. Et en fait on a commencé les castings, on a plutôt tardé à voir Félix, on a vu pas mal de monde avant, et non pas parce que c'est juste que je crois que tu étais en tournage et donc c'est arrivé assez tard, et quand je l'ai vu il était super et je crois que c'était vraiment immédiat, quoi. À mon avis, on a regardé les essais avec les producteurs et très vite on est tombé d'accord sur. Ouais. Non, c'était quoi qu'est-ce que tu avais en tête par rapport à ce personnage qui a son histoire? Moi, tout le monde a vu le film, ou il y a des gens qui n'ont peut-être pas vu le film? Qui n'a pas vu le film?
D'accord, il y a une, deux, trois, trois personnes, mais bon, la majorité des gens ont vu le film, mais qui est quand même le personnage principal, qui est quelqu'un qui a tout un passé. Alors c'est intéressant parce que dans l'écriture du personnage, on le découvre au fur et à mesure que le film avance. C'est-à-dire qu'on voit un jeune homme qui vient avec sa copine sur une île en vacances, mais petit à petit, on découvre toute l'histoire qui nous est... Parle-nous peut-être aussi de ça. Comment tu avais besoin d'un personnage qui soit suffisamment, comment dire, pas page blanche, mais qui est un passé et en même temps qui nous dévoile pas tout de suite, quoi. Justement, ça c'est venu au fil de l'écriture. Au début, je donnais un peu tout, les éléments, puis progressivement, je crois que c'était notamment au fil du travail. Enfin, on a travaillé pendant une semaine avec Charlotte Sanson, qui a été consultante sur le film et qui m'a un peu pointé du doigt le fait que je donnais trop tout d'un coup. Et donc c'est comme ça qu'est venue cette idée de révéler un peu son passé à la fin du premier acte, donc à la fin de la première demi-heure, quoi, à peu près. Ce que rétrospectivement, en fait, c'était pas mon idée, c'était la sienne. Et je trouve que c'est une très bonne idée parce que justement, ça crée un peu ce trouble où on comprend pas trop pourquoi il est si mal à l'aise. Alors on se dit oui, ok, c'est un premier encart avec une fille qui en plus l'impressionne. Ils sont différents, etc. Mais voilà. Et sur la question du casting, ce que je trouvais intéressant avec Félix, notamment autour de ce passé, c'est que quand on s'est rencontrés, il m'a expliqué qu'il sortait d'un tournage pour lequel il avait pris 20 kilos et qu'en fait il avait 20 kilos. Ouais. 20 kilos. Et que du coup il avait saisi l'évolution du regard des gens sur lui à ce moment-là, quand il faisait 20 kilos de plus, et qu'il pouvait faire la différence avec comment il était à ce moment-là. Et donc quand je l'ai vu, il avait perdu ses 20 kilos. Et ça, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit qu'il allait avoir une bonne compréhension du personnage, parce que du coup, je spoil pour ceux qui ont pas encore vu le film. Mais, Oui, mais c'est spoilé en même temps. En même temps, ça gâche pas du tout le plaisir du film, quoi. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que même dans le jeu, je trouve que c'est un personnage qui vit vraiment avec le regard des autres. C'est-à-dire qu'il est en permanence contaminé ou impacté par le regard de sa petite amie, de il existe à travers le regard des autres. Peut-être Félix, dis-nous quelques mots sur toi, comment ça c'est quelque chose imprégné ton jeu, quoi. Ouais, mais en fait, c'est quelque chose, j'ai l'impression auquel on peut tous un peu connecter, parce qu'on a tous eu des moments où on a senti un regard posé sur nous et on s'est adapté à ça et ça a influencé un peu nos comportements. Lui, c'est juste que c'est beaucoup tout le temps, très souvent, et c'est vrai que pendant le tournage, je me souviens, c'était et c'est ça qui est agréable, c'est quand on fait des rôles qui sont différents. On joue, mais c'est comme si il se passait des choses différentes en nous à chaque fois, et du coup comme si presque c'était un autre travail, vraiment un autre travail. Et là sur ce film-là, je me souviens qu'il y avait plein de prises, vraiment pendant les prises, où à la fin des prises, je me rendais compte que je m'étais soucié vraiment de qu'est-ce que se disait ce personnage, qu'est-ce qu'il se disait lui, qu'est-ce qu'il se disait lui, et que ça me mettait dans un truc... en fait assez psychologique qui est assez, parfois c'est dur de faire un personnage qui est assez psychologique parce que on peut vite être dans sa tête et quand on se met à réfléchir on peut vite commencer à se regarder et à pas être dans la scène en fait. Et quand je sentais que vraiment je parlais à Victor par exemple qui joue Paul, mais que je le regardais et que j'essayais de voir si ce qu'il pensait de moi, tout ça, ou ce qu'il pensait des autres. Et voilà, c'était vraiment un travail qui était intéressant, et quand je suis vraiment rentré là-dedans, du coup ça m'a aidé à comprendre aussi le personnage et à pas être trop volontaire aussi dans ce que j'allais sortir. Voilà, je sais pas si c'est clair. Ouais, mais... Si, c'est très clair. Et puis c'est réussi surtout, je trouve, de mon point de vue. Sur le personnage qui est joué par Anja, je sais Aurélien que tu as eu peut-être du mal à la trouver, et tu as mis du temps à la trouver parce qu'il y avait... Parle-nous de ce personnage-là, de Queen. Alors, justement, il y avait cette comédienne qui s'est désistée, qu'on a trouvé. À la base, on pensait tourner 1 an plus tôt. Et qui était peut-être la version la plus attendue du personnage. C'est-à-dire la comédienne qui s'est désistée, c'est-à-dire
elle avait fait par exemple de la chirurgie esthétique, donc elle avait un visage qui déjà... moi, j'avais à cœur que Queen détonne au sein de ce groupe et que ça passe pas forcément par des enjeux... c'est-à-dire qu'elle puisse détonner quand même, quand même elle parlerait pas et juste sur un plan, elle détonnerait. Quand même... On vole un DVD de l'épreuve du feu. Et quand même, elle serait en maillot, enfin voilà. Ouais. Et finalement, donc elle s'est désistée. Ensuite, on a vu beaucoup de monde. Et c'était compliqué parce que Queen, elle a beaucoup de dimensions. Enfin, je veux dire, elle est à la fois très exubérante, elle est à la fois très timide. Enfin, en fait, il y a plein de choses qu'il a. Il y a des scènes où elle est mélancolique, des scènes où elle est extrêmement gaie. Et c'était dur de trouver quelqu'un qui arrive à jouer tout ça et à avoir aussi, par exemple, une forme de gouaille. Mais c'est le personnage le plus complexe et le plus riche moi, je trouve, du film, quoi. Parce qu'elle vient avec quelque chose, mais on sent qu'il y a plein de couches. Hugo aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de couches, mais à mon sens, mais donc Anja, c'était pas forcément, je pense, elle est pas refaite, elle est très, par ailleurs, le personnage, elle vient de Toulon, Anja, elle venait pas de Toulon. Tu viens d'où, Anja, toi? Tu es de banlieue parisienne. D'accord, ok. Donc l'accent, c'est pas naturel. Ah oui, non, j'ai jamais été à Toulon, malheureusement. Tu as travaillé un accent et un accent que tu avais eu ado. C'est ça que tu m'avais dit, que tu avais un accent. Un petit penchant contre lequel ma mère s'est battue. Pourquoi tu regardes? Il y a ta mère qui est là? Elle est là. Ah oui, d'accord. C'est Jacques Martin. Il y a ta maman. Oui, complètement. C'est vrai que c'est des façons de parler que je peux retrouver facilement. Parce que c'est le mimétisme qu'on fait quand on est enfant, en vrai. Enfin, jeune, plutôt qu'enfant. Ouais. Et du coup, quand Anja est arrivée et qu'elle a fait ses castings, en plus c'était un moment où on se disait on va pas trouver, et elle était comme une évidence alors que elle l'était pas. Et justement, je trouve que c'est super parce qu'elle a apporté vraiment sa singularité au personnage et elle l'a détourné un petit peu finalement. Enfin, elle l'a fait sienne, et ça a permis de faire un personnage peut-être moins cliché à certains égards que ce qu'il aurait été si on avait tourné un an plus tôt, justement avec cette comédienne. Enfin, ça aurait été un autre film. Mais la question que je me pose, c'est quand même, en revoyant le film, c'est vraiment la question des dialogues. Comment est-ce que tu as travaillé avec les comédiens pour les dialogues, où tout était déjà très écrit? Il y a quand même quelque chose au niveau du rythme, des vannes, des dialogues, de ce que les comédiens s'envoient, si tu veux, où ça vient vraiment très spontanément. En même temps, c'est très précis. Donc, je me posais la question de savoir si tout était vraiment écrit ou pas. Alors, tout était écrit, mais on a fait des impros. Quand tout le monde était casté, on a fait des impros. Donc, ils avaient tous lu le scénario. Et on a fait des impros de groupe sur des situations du film. Par exemple, la scène... où il y a toute la bande et Félix vient de se raser le crâne et il se moque de lui. Donc voilà, ça c'était une situation d'impro. Ah oui, d'accord, ok. Et donc ils jouaient, comme ils avaient lu le scénario, ils voyaient de quoi ça parlait. Moi j'enregistrais les impros et parfois il y avait des trucs qui sortaient, des blagues, des vannes, etc. Que du coup je remettais dans le scénario, enfin sur le papier, quoi. Et après sur le plateau, il n'y a pas eu tellement d'impro, sauf je crois des rajouts, des personnages qui n'avaient pas de réplique pendant des scènes de groupe. Je m'amuse pas à écrire absolument tout ce qu'on entend quand ils sont 10. Et donc ça a permis que d'autres ajoutent des choses, notamment Jules Porrier qui est en retard. Ah, il est là. Ok. Jules. Et donc Jules a fait pas mal d'impro et... Jules, c'est le personnage. Jules Porrier, il est les cheveux bouclés, c'est le personnage de Marceau. Oui. Et donc, ces personnages qui n'avaient pas des dialogues écrits au sein d'une scène de groupe, qui étaient dans la périphérie, on va dire, eux, ils ont ajouté plein de choses. Et après, il y a eu une scène qui a été improvisée sur le bateau. C'est quand Marie Bucca chante. Voilà. Alors Marie Bucca français, voilà, ouais. À qui on peut passer le micro. Ouais. Je te demande pas ton premier souvenir cinéma, mais je te demande de nous raconter un peu l'expérience de ce tournage. Oui. Là. Oui. Alors, à chaque fois, je viens toute rouge, mais c'est normal. C'est que je suis très timide à la prise de parole en public. Mais ça se voit pas. Ah mais non, mais abuse, ça va. Ah, c'est bon, je ferai ça. Oui, mais c'était extraordinaire. Vraiment.
Enfin, c'était trop mignon parce que je me réveillais tous les matins avec des guilis dans le ventre. En plus, on partageait ça, on était au camping, alors on était tous proches les uns les autres et on se retrouvait tous. Enfin, après. Moi, j'imaginais que vous habitiez tous sur un yacht, Et- sur ce fameux bateau, vous dormiez sur le sur le prochain. Ah ouais. Non, mais c'était extraordinaire de rencontrer tous ces gens-là et tout, et de passer ce temps-là avec tous ces gens-là, encore une fois. Et puis, c'était. Voilà. Hein. Ah ouais, c'est un plus beau. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, bon, non, à chaque fois, je suis désolée, vraiment, à chaque fois. Pardon. Non, il n'y a pas de problème. Oui, et la chanson, du coup. Alors, la chanson, je l'avais écrite et composée avant pour un spectacle, pour une pièce de théâtre autour de Yon Foss et tout, mais c'était les prémices de la chanson. Et en fait, souvent les soirs après le tournage, on se retrouvait soit au bungalow du kiff, soit au bungalow de la musique. Et du coup, plus rarement, mais c'était sympa quand même. Et du coup, on chantonnait des chansons. Et en fait, je leur ai chanté une de mes compos, et le lendemain sur le bateau, au moment d'aller s'arrêter, de poser l'ancre, hein, parce que voilà, et tout, et Suzanne et Sarah disent Marie, chante ta chanson devant Aurélien. Je fais non, les gars, arrêtez. Et tout. Elles font si. Et Aurélien fait si, il chante. Enfin, pas comme ça, mais voilà. Enfin, pas comme ça. Il a vraiment une voix grave comme ça sur le toit. Tout d'un coup. Enfin, non, mais voilà. Et du coup, j'ai chanté, et là, il a fait ok, on va filmer. Parce que c'est vrai que sur ce trajet de bateau, on n'avait pas grand-chose à faire à part flâner au soleil. Et du coup, voilà. Non, en plus, Ah oui, c'était Sarah, oui. Qui joue Marie B. Marie B dans le film, qui a dit pourquoi on tourne pas là alors qu'on avance sur le bateau. Et voilà. Suzanne après a dit chante. Et puis après on a dit on filme. Et moi, c'est une de mes scènes préférées du film. Alors, parle-nous peut-être aussi, Aurélien, de toute ce groupe d'amis qui est une sorte cette bande d'amis plutôt bourgeois que tu voulais pas non plus étiqueter, trop homogénéiser. Tu voulais vraiment individualiser, même si quand on revoit le film, on se retrouve, on voit toujours le personnage d'Hugo face au groupe. J'ai presque envie de dire face à la meute, quoi. Parce que là, il y a un ton assez léger, mais le film, en le revoyant, il prend quand même toujours un peu aux tripes, quoi. Par sa cruauté, par sa violence sociale, tout ça, c'est quand même un peu le cœur du film. On n'a pas parlé pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais bon. Donc tu avais, toi, à cœur d'avoir des individus, pas seulement un groupe. C'est ça, justement, dans Coqueluche, on va dire, je pense que j'avais une ambition de mise en scène qui était plus marquée. Je voulais vraiment faire une comédie, même si à la fin ça finit mal dans Coqueluche, et je voulais avoir en gros tout le groupe qui soit que dans des teintes pastel, avec des petits pulls à rayures, des chemises bleues à rayures, etc. Et que elle, donc la queen de Coqueluche, qui s'appelle Laurine, elle soit en rose fluo. Et finalement, c'était une idée de mise en scène qui, pourquoi pas, mais ça créait vraiment c'était pas des personnages qui existaient, et donc pour l'épreuve du feu, j'avais à cœur de même un peu de déjouer les codes à certains moments, et que par exemple le personnage de Colombe, avant qu'on sache qu'elle habite dans un manoir, on puisse se dire, je veux dire, elle a des tatouages partout, elle a des piercings, elle a un truc un peu schlag, et qu'on puisse se dire que c'est pas, que ce soit pas écrit sur son visage, parce qu'en plus c'est pas écrit sur son visage, mais quand même quand elle arrive dans le champ, mais... on sent bien que c'est quand même un peu le centre d'attraction de... Oui, mais ça, c'est pas forcément sur un enjeu de classe sociale, en l'occurrence. Ouais. Mais... oui, c'est pas... Oui. Et du coup... Et puis, je voulais qu'en fait, chacun ait aussi une partition à jouer. Donc, en fait, même des rôles qui avaient moins de texte, je les ai investis chacun d'une mission, entre guillemets, avec leurs personnages, en leur donnant des secrets et leurs propres enjeux, quand même. C'est des enjeux qui, après... n'apparaissent pas dans le film, mais j'ai l'impression que ça a donné quelque chose parfois auquel s'accrocher dans le jeu qui fait que ils ont leur individualité. Et après il y a évidemment le casting, mais ça qui a permis. Non, je crois que tu as fait écrire alors à tes personnages principaux, peut-être à d'autres, mais leur journal intime, où ils l'ont écrit, ou ça a été de leur propre initiative, je sais pas comment. Félix, tu dis que c'est ton initiative? Non. Je l'avais écrit, ouais. Vous battez pas. Non, mais tu as écrit le journal intime d'Hugo.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais commencé un peu, parce que quelque chose que j'aimais bien faire, à écrire un peu tous les matins des pensées que pourrait avoir le personnage. Et Aurélien, qui nous faisait faire des répétitions, nous a demandé en fait d'écrire une sorte de journal intime et aussi un résumé de la relation de Queen et Hugo, de comment s'était passé chaque rendez-vous, jusqu'à l'arrivée du début du film en fait, pour savoir exactement tout le background. Et du coup, c'était un truc que j'ai commencé un petit peu à faire, mais normalement, on nous demande jamais de faire ça. Et c'est là où je me suis dit, Aurélien, en vrai, il comprend vraiment qu'est-ce qui est utile pour un acteur ou non, parce que il a conscience que ça, c'est des choses utiles. Parfois, je pense que Aurélien, au fond, a une âme d'acteur. Et d'ailleurs, il me disait, tu sais, j'ai essayé de jouer cette scène et j'ai pleuré. Et j'étais dans ma chambre devant mon ordi, je lisais le texte, j'ai pleuré. Donc je pense qu'elle est bien la scène. Je me disais ok, lui il va être acteur. Du coup je lui ai fait un stage. Non mais en réalité c'était Sidney Lumet, un grand réalisateur, vous connaissez tous je pense ici, qui disait que pour pouvoir diriger des acteurs, faut avoir essayé de jouer. Et il le faisait. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'instincts de Aurélien qui font que c'est un très bon directeur d'acteurs et qui fait que aussi, du coup, nous, on a pu être bien guidés pour livrer les performances extraordinaires qu'on livre dans le film. Non, mais enfin voilà, pour. Bref. Cette histoire ce que je trouve intéressant, c'est que Félix, tu as écrit du coup beaucoup de pages, je pense 70 pages à la main, et Anja, toi, tu as eu une autre approche de l'exercice, de cet exercice de raconter leurs 3 premiers mois avant le début du film. Pour le coup, ça vient des conseils d'Aurélien qui nous avait fait faire un petit calendrier avec toutes les premières rencontres de Queen et Hugo, donc la salle de sport, leur premier café. Et de ça, je me suis dit que c'était le plus Queen et le plus moi de faire un petit journal intime qui nous correspond un peu à toutes les deux. C'est le pont que j'ai fait entre nous deux. Et je suis hyper contente d'avoir fait ça grâce à Aurélien, parce que c'est un super souvenir aussi. Donc non, franchement, je regrette pas du tout. Et ça m'a vraiment aidé aussi, parce que quand on commence le film, nous, ce qu'on a des deux personnages avant est tellement important pour même juste le première fois qu'on les voit à l'écran. Moi personnellement, ça m'a aidé énormément, et c'est vrai que je l'aurais pas fait de moi-même si Aurélien m'avait pas aiguillé sur ça, parce que je savais pas comment travailler un personnage, et non, franchement, peut-être que je le referais. Alors je vais passer le micro. Ah non, attends, garde le micro, Anja. Inès, mais juste une dernière question. Par rapport à ton personnage de Queen, t'y penses à elle, ou quelle place elle occupe? T'as été avec elle, ouais. Et je sais pas. Quel rapport t'as avec Queen aujourd'hui encore? Ouais, quand t'y penses, ou qu'est-ce que... c'est des super souvenirs. Moi, ça me fait juste plaisir. Oui, mais elle en tant que personne qui existe, je sais moi, pas, elle t'inspire, elle te touche, moi, ouais, tout ça, mais je pense que pour moi, j'arriverai jamais à la voir exister, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a partagé tous ensemble, et c'est, mine de rien, c'est quand même moi qui ai vécu le tournage. Donc quand je vois le film, je me dis pas c'est un personnage qui existe hors de moi, je me dis c'est une partie de moi que j'ai fait exister à un endroit. Et quand j'y pense, ça me touche, je la trouve touchante, je la trouve drôle, moi je l'adore, et si elle existait, ce serait une de mes copines, mais je pense que mentalement c'est impossible pour moi d'arriver à la séparer aussi de ce film. Moi, ce que je trouve super très touchant dans ce personnage-là, c'est c'est le côté caméléon. On parle de caméléons sociaux qui arrivent, mais elle arrive avec tout ce qu'elle est. Et en même temps, elle arrive à être dans un milieu et parce qu'elle se prend quand même c'est même plus des balles perdues, quoi. C'est des tirs directs comme ça. Et elle arrive à rebondir avec humour, c'est quand même la plus mobile quelque part. Ça, c'était important pour moi qu'elle ait des armes, justement, parce que le point de départ du film, c'est quand même cette fille qui se retrouve propulsée sur cette île avec donc un entre-soi à la fois amical, social, et qu'elle ait des armes pour faire face à ces gens-là. Et je trouvais que la répartie, typiquement, c'en était une, et le sens de l'humour, et le fait
L'autodérision. L'autodérision, c'est ça. Et en fait, comme elle se moque d'elle-même souvent avant que les autres puissent se moquer d'elle, finalement, ça déjoue un peu le truc, quoi. Parce qu'on apprend, je sais plus, je suis tombé sur une vidéo pas longtemps sur une psy qui disait aux enfants, c'est ce qu'il faut leur apprendre quand ils se font harceler à l'école. Donc, je sais pas si elle a raison, oui, d'accord, anticiper un peu. Ouais, c'est ça. Très juste. Alors, on va passer le micro à Chef Hop, c'est ça, Inès Tabarin. On dit ça. Directrice de la photographie. Parle-nous peut-être quelques mots sur ton travail sur le film et c'est la première fois que vous travaillez ensemble avec Aurélien. C'était la première fois qu'on bossait ensemble. Aurélien, on s'est rencontrés d'ailleurs pas très loin d'ici. Et moi, j'ai tout de suite beaucoup aimé le scénario. C'était un scénario très fin, justement, sur les dialogues. Chaque séquence, il y a quelque chose qui se joue pour les personnages et du coup, effectivement, Aurélien, ses références, c'était Jacques Rosier. C'était la nouvelle vague, donc à la fois quelque chose de très naturaliste, mais quand même d'un peu appuyé avec des petits moments surréalistes. Et donc, effectivement, s'est posé très vite la question de la fabrication avec les moyens qu'on avait. C'est-à-dire les moyens limités ou... Oui, c'est un petit film. C'est un petit film. Un film annexe 3. Et l'idée, c'était de trouver une richesse dans chaque séquence avec la lumière et le cadre, quoi. C'est parce que je voulais pas de lumière, enfin je voulais pas trop de lumière parce que j'avais conscience qu'on avait peu de temps de tournage, qu'on avait beaucoup de comédiens et comédiennes à filmer et que je voulais pouvoir passer du temps au jeu et que c'est vrai que souvent quand on a quand la lumière prend le dessus, à moins d'avoir, je sais pas, 2 mois de tournage, 2 mois et demi. Et 20 personnes dans l'équipe technique. C'est ça, voilà. Oui. Donc oui, l'idée, effectivement, c'était de garder quelque chose, une fabrication très nouvelle vague. Effectivement, il y a beaucoup de personnages. Du coup, il fallait dédier du temps de plan pour chacun, pour que ça puisse exister, pour que Aurélien, ensuite, au montage, puisse broder avec toutes les nuances possibles. Donc, je pense qu'on a bien respecté ça, quoi. Beaucoup de prises ou des feux de prises ? Ça dépend. Des moments de fulgurance et d'autres un peu plus longs, quoi. C'est une blague, c'est une blague. Quelle scène a nécessité plus de prises ? En fait, ça dépend des... C'est pas des scènes. C'est pas des scènes, ça dépend des... Pour un comédien, ce sera telle scène, et pour une comédienne ou un autre comédien, ce sera telle autre scène. Enfin, quand même, ils sont tous dans la même scène. C'est plus... et parfois, c'est assez surprenant. C'est des choses sur lesquelles il y a eu des bugs, alors qu'on se disait ça va être hyper facile. Et à l'inverse, des choses où moi, j'étais terrorisé. Il y a une scène, le retour de bateau... Le retour de bateau où Félix rentre à la maison et il retrouve Anja. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je raconte pas, mais c'est une scène qui est émouvante et où Anja elle a un vrai gros truc à jouer et je me disais, ça me stressait vachement et en fait c'était très simple. Enfin, très simple. C'est pas moi qui l'ai joué, mais je veux dire, on n'a pas fait beaucoup de prises, quoi. On a fait 3 prises et les 3 prises étaient super. Donc, après, Aurélien, c'est quelqu'un d'assez précis, qui sait ce qu'il veut. Et peut-être, moi, j'ai le souvenir que la séquence qui a demandé le plus de temps de tournage, c'était la séquence de fête. La première où ils reviennent de l'antichambre et que c'est le premier baiser en public de Anja et Félix. Et du coup, j'ai l'impression que ça, c'est le moment où effectivement on était peut-être plus libre et on a mis plus de temps à le faire pour illustrer chaque moment, etc. Parce que sinon, à chaque fois, on était assez précis sur le découpage et ça roulait vite. Alors, préparez vos questions, parce qu'on va avoir 5-10 minutes pour les questions. Peut-être... alors, Geoffrey, c'est ça ? Maud Geffray, pardon. Le travail avec Aurélien, pareil, le travail avec la musique. Alors, peut-être Aurélien, ton travail avec Maud, et après Maud... à la base, je voulais pas de musique dans le film, et donc en fait, le travail avec Maud, c'est arrivé tard. C'était quand on était déjà quasiment en fin de montage, et donc le film avait pas été pensé à l'écriture, au tournage, pour avoir de la musique. Et en fait, ça a manqué. Enfin, ça a manqué. C'est pas que ça a manqué, mais on a essayé des choses, et je me suis dit, c'est vrai que ça peut vraiment accompagner le personnage d'Hugo et soutenir l'émotion, etc. Et donc, Maud, elle avait un peu des... il y avait un cadre assez précis, à la fois d'un montage image qui était quasiment terminé et de mon envie d'avoir une musique qui soit
qui soit pas omniprésente ou trop démonstrative. Voilà, donc je pense qu'on s'est rencontrés et puis en discutant de ça, et on avait posé des musiques temporaires, et donc elle a vu le film avec des musiques temporaires, et qu'elle trouvait au contraire, elle, trop appuyée. Et donc c'est la première chose qu'elle a dite, et là je me suis dit, on est sur la même longueur d'onde, donc ça va bien marcher, quoi. Oui, complètement. Quand j'ai regardé, c'est vrai que j'ai eu un bout à bout tout de suite assez avancé. Et puis il y avait une musique donc, qui était posée, et c'est vrai que j'avais l'impression presque d'être dans un registre assez comique qui rendait tout un peu extravagant, et je me demandais un peu pourquoi. Et du coup, j'avais l'impression qu'il fallait qu'on sente plus une évolution, en fait, parce que déjà le personnage d'Hugo, entre le départ et la fin, il passe par il y a une métamorphose, quoi, qui est assez grande quand même. Et puis il y a leur histoire d'amour, il y a le regard des autres, il y avait plein de choses qui devaient être tissées, quoi. Et puis l'émotion qui devait être bien sûr amenée aussi par la musique, qui amène une espèce de couche supérieure à l'ensemble qui était déjà bien en place. Mais voilà, après on s'est mis d'accord, on avait je pense qu'on avait assez peu de temps aussi, donc il fallait faire des propositions, tracer, et je pense démarrer par le début qui posait un thème. Au démarrage, c'est vraiment le tout début de Hugo. Il est entre guillemets très enfantin, puceau, quoi. Enfin voilà, il est hyper content. Il y a son amoureuse qui arrive, et on se dit presque un peu aller dans quelque chose qui peut feinter le spectateur, quoi. Que les personnes se disent, qu'est-ce que je vais regarder ? Est-ce que c'est une comédie légère d'été ? Et puis petit à petit, en fait, amener une espèce de noirceur dans la musique qui arrive plus vers la moitié, et puis de la musique plus rêche sur la dernière partie, et puis à la fin qui s'éveille un peu sur toute la partie finale. Enfin, voilà, je vais pas spoiler non plus. C'est vrai qu'il faut pas spoiler le film parce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu. Mais c'était un travail assez intense. C'était assez court, et on se captait, je pense, sur la direction où on allait, quoi. Ok. Merci. Alors des questions ? Oui, allez. Donc bonjour. Donc Aurélien, souvent on voit des films qui ont de très bons scénarios, mais premier film, deuxième film, et on ressent vraiment le formatage de leur école de cinéma. Moi, j'ai pas vu votre film, mais finalement, comment vous vous êtes présenté au début, est-ce que la présence finalement d'Enja vous a pas cette espèce de grain de folie vous a pas empêché ce formatage, un mal pour un bien, et que ça vous a permis de faire vraiment votre propre film, un film qui ne ressemble qu'à vous? Par la présence d'Anja? Oui, tout à fait. Non, la présence d'Anja, ça m'a permis d'avoir une super comédienne et une queen très émouvante, mais après... Au début, vous avez l'impression que vous avez été un peu déçu, que ce ne soit pas la première, qu'il y a eu changement au début, puis finalement vous en êtes... Alors ça m'a permis surtout d'avoir plus de temps, parce qu'on n'a pas tourné avec la première et qu'on n'était pas prêt à tourner au moment où c'était la première, et d'avoir plus de temps pour écrire mon scénario, pour réécrire mon scénario, ce qui est précieux. Après, à quel point les enjeux de formatage, ça je sais pas. C'est-à-dire le personnage était écrit, Anja elle a apporté sa sensibilité et son... Mais bien sûr, mais parce qu'elle a des instincts remarquables et tout, mais je veux dire, elle avait quand même une feuille de route. Enfin, il y avait un scénario écrit et donc une feuille de route. C'est-à-dire que comme il y a assez peu d'impro dans le film, c'est plutôt la Queen qui existe grâce à Anja. Effectivement, pour moi, Queen, c'est pas quelqu'un que je peux visualiser comme le personnage de Queen, c'est des mots sur du papier. Et
et donc je peux pas le vrai personnage de Queen comme il existe dans ma tête, c'est Anja. Enfin c'est Anja et Queen, mais je veux dire je peux pas les séparer toutes les deux. Et donc je pense que cette Queen effectivement est bien plus originale et peut-être moins formatée que celle que j'avais au départ écrite, ça c'est sûr. Autre question. Avant qu'on passe à la dédicace. Vous êtes tous timides. Ah, voilà, un jeune homme. Si, vous avez besoin d'un micro. Moi, j'ai une question par rapport... parce que j'avais vu un film que tu avais fait il y a plus de 10 ans, un moyen-métrage qui s'appelait La Bande à Juliette, qui était génial, et quand on le replace, qui était avant MeToo et qui, en fait, était totalement MeToo. Maglan, elle est là. Enfin, non. Okay. Ah non, elle est partie. Et... Elle était juste là. Et mais ce qui m'avait déjà frappé, c'était ta façon de filmer le groupe. Donc je voulais savoir si tu avais des influences pour comment tu filmes le groupe. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut revoir ce film quelque part ? Il est édité en DVD, je sais pas s'il est ici d'ailleurs, mais sinon, je sais pas où on peut le voir. Faudrait que je me renseigne, mais merci. Moi j'aime beaucoup ce film aussi. Enfin j'aime. J'aime dire beaucoup aussi mon film. non mais quand les trucs qu'on n'aime pas, Ouais, bien sûr, je dis, et quand j'aime bien. Bah ouais, alors c'est vrai que maintenant quand on voit le film, c'est plus prévisible ce qui s'y passe. Enfin, mais et non, à l'époque, donc c'est le film que j'ai fait en sortant de l'école avec des amis de l'école. C'était un film fauché, sans prod au départ. Et à l'époque, j'étais encore comme aujourd'hui, hein, j'étais très influencé par Rosier. Et cette manière de filmer le groupe, du côté d'Orwet, même si c'est un petit groupe, c'est 3 filles. Face à un garçon, mais c'est ça. J'avais envie de créer un tournage comme ça, avec une ambiance à la Rosier. Enfin, j'ai jamais été sur un tournage de Rosier, mais ce que j'en ai entendu dans les trucs que j'ai pu glaner à droite à gauche, où c'est un peu à la cool. Et c'est-à-dire que quand on en a marre, parce que les gens ont faim, on arrête pour aller pêcher un poisson et tout, alors qu'au final, le tournage de La Bande à Juliette, c'était horrible. Non, j'ai perdu 10 kilos. On avait encore pas des du tout le temps d'arrêter. Oui, mais voilà. Et après, il y a un film que tu n'as pas cité qui était une des références que j'avais pour L'épreuve du feu, et qui est un film qui m'a beaucoup marqué, et notamment qui filme des groupes, c'est Scream. Donc peut-être que voilà, c'est La Bande à Juliette, il y avait c'était une digestion de Rosier que j'avais découvert tardivement, et de Scream qui est un film qui a bercé mon enfance. Mais ouais, parce que je t'ai fait sélectionner une liste de films et j'aime beaucoup ta sélection DVD on mettra sur le site aussi. Il y a Scream de Wes Craven, mais il y a All About Eve de Mankiewicz, il y a Le Rayon Vert de Romer du côté d'Orwet dont tu viens de parler, il y a À l'abordage de Guillaume Braque qu'on avait fait venir, et moi j'aime beaucoup. La Strada, tu en as parlé. After Hours de Scorsese, Smile 2. Tu vois, voilà, La Cérémonie de Chabrol, Grey Gardens des frères Mays, qui fait souvent partie des sélections, qui est un film qui a vachement marqué, qui croque l'histoire de 2 sœurs, des vagues cousines une mère et une fille. Une mère et une fille, exactement. Mais des cousines de Jackie Kennedy ou de la famille de Jackie Kennedy, complètement décadentes, légèrement barrées, et qui se mettent en scène en permanence dans leur délire. C'est un film très mélancolique et très. Ouais. Tu as mis Carrie, exactement. Les valeurs de la famille Adams. Ouais. C'est un peu comme Scream, c'est des films d'enfance. Et ce que j'adore dans Les valeurs de la famille Adams, c'est que le bizarre est la norme. Enfin, c'est-à-dire que les gens bizarres sont la norme dans le film. Et ceux qui sont normaux, et puis les petits Américains blonds aux yeux bleus, etc., sont les gens effrayants et les anomalies, quoi. Il y a Tout ce que le ciel permet de Douglas Sirk. Et j'étais à moitié surpris. Moi-même, je pensais même à la photo ou à des choses où je me suis dit, tiens, il y a un côté mélo, il y a un côté... Dans Coqueluche, c'était vraiment une référence directe. Ah oui, directe. d'accord, ouais. Direct à Sirk. Ok. On était en scope et je voulais un truc presque technicolor à l'étalo. Il y a La Nuit américaine. Mais ça reste un peu dans les produits là. On garde une petite trace de cette envie-là, de ce cinéma-là. Voilà, donc on mettra tout ça sur le site. Une dernière question pour pas qu'il y ait de regrets, avant qu'on passe à la dédicace. Je vois pas, il n'y a pas un comédien. Ah si, voilà.
Bonjour. Non, ma question, c'est bon, ça fait un certain nombre d'années que je travaille en collège et le film a fait beaucoup écho à des choses qu'on voit en collège, alors un peu, on va dire un peu moins grave, mais sur vraiment la différence, le groupe face à la différence. Même à un moment, les personnes qui essayent de s'intégrer avec les personnes différentes qui finalement en reviennent parce qu'elles veulent. Voilà, et bon, la question, elle est peut-être bizarre, mais comme tu parlais de la norme, etc., est-ce que ton collège s'est bien passé? Est-ce que ça a pu t'influencer? Est-ce que ça a pu t'influencer ou pas du tout? Oui, carrément, ouais. Voilà, parce que ça m'a vraiment fait beaucoup penser à des dynamiques beaucoup plus graves au collège, beaucoup avec le trait noirci, mais vraiment, là, il y a les mêmes choses, mais un peu moins visibles. Mais le film m'a vraiment beaucoup fait penser à ces dynamiques-là. Alors ça s'est pas bien passé, particulièrement mon collège, mais ça s'est pas gravement passé non plus. Ouais, mais ça a pu t'influencer pour... Bah c'est sûr, ouais, bah, je pense que... Forcément des expériences, mais comme on parlait des films qui nous influencent aussi dans la vie, j'ai l'impression que ça peut jouer... Ouais, non, c'est sûr. Et il y a des choses qui se passent dans le film où je suis allé me replonger dans des souvenirs de collège, de comment moi je me sentais, ce que j'attendais dans la vie, face aux autres, ça c'est sûr. Ouais. Alors. Merci. Bonsoir. Donc nous on a vu le film, on a adoré votre film. Vous êtes juste, il est sublime ce film. Bref, et pourquoi cette fin? Sans spoiler. Sans spoiler, c'est compliqué, mais. C'est très. Du coup, c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas vu, dommage. Sans spoiler, parce que je trouve que ça aurait été trop facile pour lui. Ouais, okay. Voilà. En fait, en posant la question, je connaissais la réponse. Mais c'est. Enfin, bref, il est sublime. Voilà. Bravo à vous, en tout cas. Et si, moi j'ai juste une petite question scénaristique, même sur la question en spoilant à moitié, mais cette question du pari, est-ce qu'elle était nécessaire? Bah moi j'adore cette idée. Il y a des gens qui aiment pas, hein, mais moi j'adore ce truc. C'est comme on parlait de la bande à Juliette tout à l'heure. Il y a un moment dans la bande à Juliette, il y a une espèce de twist. Mais c'est là aussi. Mais est-ce qu'on avait besoin de ça? Est-ce qu'on avait besoin de ça? Non, non, pas bon, forcément. Après, on n'avait même pas besoin de ce film. Enfin, je veux dire, dans ce cas, on n'avait jamais besoin. Oui, bien sûr. Pour la cruauté des personnages, en fait, les uns avec les autres. Ce que je trouvais dans cette question, je trouvais que ça permettait finalement moins de cruauté en un sens, parce que oui. Voilà. Moins de cruauté gratuite. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Ok, ça sauve un peu quelque part certains personnages. En fait, non, mais. Ouais. Bon, on spoile plus. D'accord. On va s'arrêter là en remerciant et en applaudissant Aurélien, Anja, Félix, Marie, Inès, Jules et Nolan qui est là, ouais, aussi. Bon, il y a tous les comédiens. Donc, on va se donner rendez-vous vers la caisse pour faire dédicacer le DVD que vous pouvez acheter. Et il sera dédicacé par qui vous voulez, par Aurélien évidemment, et par qui vous voulez. Vous courez après les comédiens et comédiennes.